Ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé totalement vôtre, mesdames et messieurs. Voici les principaux titres. Les 2000 stagiaires du 13e programme du stage de formation professionnelle de l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes APEJ ont prêté serment devant les autorités du pays ce jeudi. À suivre donc les détails dans ce journal. Pour mauvaise gestion administrative, financière et comptable, le Conseil des ministres a dissous les conseils communaux des communes 2, 4 et du district de Bamako. Vous en saurez plus dans cette édition. Après plus de 3 mois de blocus, le trafic a repris sur le tronçon Boni-Gao sur la route nationale numéro 16. Un soulagement pour les usagers de cette route. Le développement dans un instant. Bienvenue à tous aux informations. Le général Abdurrahman Tiani, président de la transition du Niger, était en visite d'amitié et de travail ce jeudi à Bamako. Avec son homologue malien, ils ont échangé principalement sur la coopération sécuritaire entre les États du Sahel. Écoutons le général Tiani à sa sortie d'audience avec le colonel Assimi Goïta. C'est pour adresser nos remerciements à son Excellence le Président de la Transition et au vaillant peuple malien, suivi de nos félicitations pour avoir fait de la devise du Mali une réalité. Un peuple, un but, une foi. Vous comprendrez de quoi je parle. C'est une occasion pour commencer la pacification du Sahel de façon générale. Je disais tout à l'heure remerciements parce que nous sommes, comme vous le savez, dans une zone commune qui a été consacrée le 16 septembre 2023, c'est-à-dire l'Alliance des États du Sahel. À travers cette alliance, les peuples du Sahel, notamment du Mali, du Burkina et du Niger, affirment qu'ils ont pris conscience d'être sur la terre promise et que rien ne les détournera de leur objectif. L'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes, APEJ, a procédé au lancement officiel du 13e programme du stage de formation professionnelle ce jeudi 23 novembre 2023 au Centre international de conférence de Bamako, CICB, placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. L'objectif de ce programme est d'offrir aux jeunes du Mali le maximum de possibilités d'emploi afin de réduire le nombre de chômage et booster l'économie. Compte rendu à la Mako Diabaté, Mantala Ouattara. Je m'engage à mettre à la disposition des services publics d'État, des institutions consulaires, des organisations fêtières et des ONG mes qualités intellectuelles et morales et servir comme stagiaire. Je m'engage. Ils sont 2000 jeunes à prêter serment pour suivre ce stage de formation pour avoir plus d'expérience professionnelle en milieu du travail et s'offrir des possibilités d'emploi. Nos vifs et chaleureux remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, et à tout le gouvernement, pour nous avoir donné la chance de bénéficier de ce stage pratique qui nous permettra d'être plus compétitifs sur le marché du travail. Au nom de tous mes camarades, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour effectuer le stage avec dévouement, don de soi, assiduité et ponctualité. Mais après ce stage d'une année, ce à quoi nous attendons au niveau de la profession agricole, c'est que si vous n'avez pas le travail par rapport à votre formation, le monde de l'agriculture reste le monde où l'employabilité, nous pouvons tous vous employer, soyez des entrepreneurs agricoles.
Face au 13e contingent, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a prodigué des conseils aux bénéficiaires issus de toutes les régions du Mali. Chers jeunes, je vous invite à tirer profit de ces stages. Ne soyez pas des cuistots d'un jour à servir le thé sur vos lieux de travail. Prouvez que vous êtes compétents, assidus, rigoureux et ponctuels au travail. Les stages de l'APEJ sont une chance et une opportunité pour vous de décrocher un premier emploi. À l'endroit des jeunes, je voudrais ici leur transmettre un message de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, message adressé aux 2000 stagiaires, en particulier bien entendu en général à tous les jeunes, c'est de maintenir le cap de la discipline et du professionnalisme et qu'ils soient également rassurés que toutes les initiatives de développement qui sont en cours, ainsi que les réformes, dans tous les domaines économiques et dans tous les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, nous sommes convaincus, Inch'Allah, que le plein emploi sera à notre portée. Cette initiative visant à former et à promouvoir l'emploi des jeunes au Mali est financée à hauteur de 1,5 milliard de francs CFA par le budget national. Le Salon international de l'artisanat du Mali a ouvert ses portes ce jeudi 23 novembre jusqu'au 3 décembre 2023. En plus des 19 régions du Mali, plusieurs pays dont le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, l'Inde, le Maroc sont représentés à ce salon. Et pour cette édition 2023, le Burkina Faso est l'invité d'honneur. Quelques heures avant la cérémonie d'ouverture, nos reporters ont fait le tour des stands pour vous faire revivre les derniers réglages. Suivant. Plus de 1400 stands représentant différentes régions et pays sont déjà sur place ici au parc des expositions de Bamako. Et ils sont des milliers d'artisans venus faire découvrir leur secteur d'activité et leur créativité. Moi, je confectionne des bronzes, c'est-à-dire je prends la matière, l'acier d'abeille, je fais la maquette. Je recycle les bronzes, c'est-à-dire les tas de robinets, les cuivres rouges et cuivres blancs, et je recycle ça et je fais le bronze. Bon, cette huile que vous voyez, moi, ça peut me prendre plus d'une année. Vu la finition, pour que la finition soit bonne, bon, je préfère dire une année. Pour que j'ai eu du temps et la matière première, même pour en avoir, même c'est très difficile. Bon, comme son nom l'indique, SIAMA, c'est le Salon international de l'artisanat du Mali. Donc nous sommes des artisans et nous sommes mieux connus au Mali qu'à l'extérieur aussi. Donc c'est normal que s'il y a un tel événement au Mali ici, qu'on soit en première position. Donc c'est pour cela que nous sommes là, pour présenter le pays, pour faire l'honneur de l'artisanat en un mot. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture officielle, les derniers réglages sont toujours en cours. Bon, on est venu exposer des pains traditionnels qu'on appelle faso d'Anfani. On continue d'installer nos marchandises, mais on n'a pas encore fini de les installer. Bon, la SIAMA, bon, si elle n'existait pas, il fallait la créer. Actuellement même, j'ai des arguments que les gens viennent apprécier. Donc, j'apprécie. J'attends l'heure de l'ouverture. En plus des artisans, on remarque également des stands pour de grandes structures comme Renouveau TV, Orange Mali, la Secoma, Fofi Industrie, entre autres. À titre de rappel, le SIAMA débute ce jeudi 23 novembre 2023 et prend fin le 3 décembre 2023. Et le pays invité d'honneur est le Burkina Faso. Voilà, le SIAMA a bel et bien commencé ce jeudi 23 novembre et se poursuivra jusqu'au 3 décembre 2023, comme l'a bel et bien précisé Assistant Diallo. Le Conseil des ministres a procédé à la dissolution des conseils communaux des communes 2, 4 et du district de Bamako ce mercredi 22 novembre 2023. La mauvaise gestion dans ces communes serait à la base de cette décision. Amadou Diarra.
Sur proposition du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, le Conseil des ministres a procédé à la dissolution du Conseil du district et des conseils communaux des communes 2 et 4 du district de Bamako. Cette décision est prise conformément aux dispositions de la loi numéro 2023-004 du 13 mars 2023 portant code des collectivités territoriales et la loi numéro 2023-005 du 13 mars 2023 portant statut particulier du district de Bamako. Elle est motivée par la volonté des plus hautes autorités du pays à assainir la gestion de ces collectivités. Ces dissolutions interviennent suite à la rupture des services rendus aux populations en matière d'assainissement et des irrégularités constatées dans leur gestion administrative, financière et comptable, révèle le ministre d'État. Le colonel Abdoulaye Maïga a également annoncé qu'une délégation spéciale sera nommée sans délai au niveau de chacune de ces collectivités territoriales pour remplir les fonctions des conseils des collectivités territoriales. Et vous l'aurez compris, c'était plutôt un commentaire de Maïmouna Ouedraogo. Dans le cadre de la clôture de son programme « Renforcer la résilience face aux effets du changement climatique et contribuer à la sécurité alimentaire au Mali », l'ONG Borda Mali a organisé ce jeudi 23 novembre 2023 un atelier de capitalisation et de partage des résultats dans un hôtel de la place. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Cet atelier organisé par l'Association brémoise des recherches d'outre-mer et de développement avait pour but non seulement de partager les résultats du projet avec les autres acteurs du développement, mais aussi exécuter l'une des recommandations des bénéficiaires pour l'amélioration des futurs projets environnementaux. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est de couronner l'un de nos projets, notamment financé par la BMZ, à hauteur de 4,6 millions d'euros, pour une durée de 4 ans et demi. En effet, ce programme a été lancé en 2019 dans les régions de Tombouctou et Banyangara avec l'ensemble des acteurs du développement à travers les CROCSAD et les CLOSSAD. Aujourd'hui, nous voilà au terme de ce projet prévu pour décembre 2023. Les activités du programme Résilience et Sécurité alimentaire ont touché 53 000 personnes. Satisfaction, oui, parce que dans le cadre de l'agriculture qui vise à augmenter le revenu des ménages, nous associons le développement des activités génératrices des revenus AGR à l'endroit des femmes. Et cela nous a permis d'augmenter le revenu des ménages, le revenu des femmes et d'accroître la production et la disponibilité des produits maraîchers au niveau de nos populations locales. Une autre satisfaction pour nous est qu'avec nos partenaires, nous avons aujourd'hui une bonne collaboration, une visibilité assez satisfaisante de Borda au niveau de nos zones d'intervention. Exprimant leur satisfaction des réalisations du projet dans leurs localités respectives, les bénéficiaires ont salué l'initiative et demandé sa pérennisation. Vraiment, je suis un maire très comblé, très satisfait de la réalisation du projet ASDS Borda dans ma commune. Je ne peux que saluer vraiment le projet ASDS à travers Borda pour les réalisations concrètes au niveau de ma commune. Et notre souhait serait vraiment dans la prochaine phase de l'étendre à l'ensemble des communes du secteur de Banyangara. Ça, c'est vraiment notre souhait pour que toute la population puisse vraiment bénéficier des bienfaits de ce projet. La représentante du ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a exprimé la reconnaissance des autorités à l'ONG Borda et ses partenaires pour leur contribution au développement socio-économique du pays. Nous remercions l'ONG Borda et son partenaire Finance, qui est la coopération allemande, pour avoir contribué à travers ces projets à l'amélioration des conditions de vie de plus de 53 000 personnes dans les cercles de Tombouctou, Gourmara-Rousse, Diré et Banyangara. L'atelier a pris fin par la projection des actions menées par les projets dans ces différentes localités d'intervention au Mali. Actualité sur un tout autre plan, le centre hospitalier universitaire Mère-Enfant le Luxembourg a procédé ce jeudi 23 novembre à l'inauguration de son IREM au champ et de son scanner 64 barrettes multifonctionnelles. Ces nouvelles acquisitions marquent une avancée significative dans le domaine de l'imagerie médicale dans notre pays.
Ces équipements de pointe permettent d'améliorer la qualité des examens médicaux et offrent de nouvelles possibilités de diagnostic et de traitement. C'est ce que nous dit notre reporter Baté Lulmadi. Le centre hospitalier universitaire mère-enfant le Luxembourg dispose désormais d'un IRM haut champ et d'un scanner 64 barrettes multifonction. Une nouvelle avancée en matière d'imagerie médicale pour l'hôpital Luxembourg. Ces acquisitions sont des avancées technologiques indéniables et sont le symbole de l'engagement indéfectible. Le scanner 64 barrettes et l'IRM haut champ sont d'une importance capitale pour les médecins et leurs patients. Ils vont considérablement améliorer la prise en charge des patients. Désormais, la solution vient d'être fraîchement trouvée. Désormais, ici au Mali, nous avons la possibilité de faire l'IRM pédiatrique, l'IRM cardiaque, l'IRM mammaire et j'en passe. Pour tout besoin d'IRM, rendez-vous au centre d'imagerie de l'hôpital de Luxembourg. Ces nouvelles acquisitions renforcent le plateau technique de l'imagerie médicale du centre hospitalier universitaire mère-enfant le Luxembourg, offrant ainsi aux patients un accès à des examens de qualité et aux médecins de disposer d'outils performants pour poser des diagnostics précis et planifier des traitements adaptés. La mise en œuvre de cet IRM et de ce scanner 64 barrettes symbolise notre détermination à offrir des services de santé de qualité accessibles et adaptés aux besoins de notre population. Je tiens à exprimer ma gratitude au nom de Madame le ministre de la Santé, à l'entente, comme je l'ai dit, à tous ceux qui ont contribué à ce projet, et en particulier la Fondation ATT pour l'enfance, pour son soutien continu. Ce progrès est un pas de plus vers notre objectif ultime, assurer à chaque mère et à chaque enfant l'accès à des soins médicaux de qualité. Nous réaffirmons notre engagement à moderniser continuellement nos prestations pour répondre aux besoins de santé de la communauté avec compassion et compétence. Ces équipements de pointe qui viennent d'être inaugurés à l'hôpital mère-enfant du Luxembourg permettent d'améliorer la qualité des examens et offrent de nouvelles possibilités de diagnostic et de traitement pour les patients. Actualité régionale bloquée depuis août 2023 par les groupes armés terroristes, la route nationale numéro 16 Sévaré-Gao, précisément entre Boni et Gao, est désormais libre. Des compagnies de transport ont déjà commencé à desservir Bamako-Gao par voie terrestre. Commentaire Amadou Diarra. Depuis le samedi 19 août 2023, un blocus a été imposé par les groupes armés terroristes, GAT, qui ont interrompu tout mouvement sur la route RN16 Sévaré-Gao, notamment à Kikiri, village situé entre Dala et Boni. Selon plusieurs sources locales, ces groupes armés faisaient retourner tous les véhicules de transport en commun et marchandises sur l'axe routier Douanza-Gao. Depuis cette date, à l'exception des convois militaires, aucun véhicule de transport n'osait s'aventurer dans la zone. En un moment donné, des compatriotes volontaires se sont engagés au sein de la plateforme SOS Route Sévaré pour agir afin que la route nationale RN16 Sévaré-Gao soit libérée et que le blocus soit levé. Considéré comme le cordon ombilical entre le nord et le sud du Mali, la route Sévaré-Gao est désormais libérée du blocus imposé par les groupes armés terroristes, selon plusieurs sources locales. Si ces sources affirment des médiations locales, une source sécuritaire nous confie qu'il s'agit bien d'un travail des forces armées maliennes dans la zone. Les nombreuses opérations militaires ont eu raison des terroristes, qui se cherchent désormais, explique la source militaire. En tout cas, depuis la levée des blocus, certaines compagnies de transport, notamment Sonef et autres véhicules, ont déjà commencé à circuler librement sur le tronçon depuis hier mercredi 22 novembre 2023, confirment des sources locales. Notons que depuis la libération de Kidal, de bonnes nouvelles s'enchaînent avec la levée des blocus sur Djondjori, dans le cercle de Tenenkou et actuellement sur l'axe routier Boni-Gao.
Dans le cadre du lancement de sa campagne annuelle sur la non-stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH et des patients atteints de la tuberculose, le réseau malien des personnes vivant avec le VIH, RMAP+, à travers l'association Djigui de Sikasso, a organisé une journée porte ouverte ce jeudi 23 novembre. Cette initiative de RMAP+, est financée par le Fonds mondial à travers Arcade Santé Plus. Arcade Santé Plus plutôt, effectivement. Idrissa Diallo, Pendakoni. En organisant cette journée, l'association Djigui et ses partenaires ont non seulement voulu informer et sensibiliser les populations afin de réduire la stigmatisation et la discrimination liées au VIH, mais aussi inciter les décideurs à plus d'engagement en matière de la lutte contre la stigmatisation et les discriminations faites aux personnes vivant avec le VIH et aux patients tuberculeux. La difficulté majeure auquel on est confronté, parce que c'est le tabou qui entoure la question VIH et SIDA, les préjugés qui entourent le VIH, le côté socio-culturel, la compréhension de la communauté envers cette communauté qui vit avec cette maladie et leur famille en même temps. Nous, en tant que prestataires et dirigeants de ces organisations, on reçoit au jour le jour, on va dire comme ça, des cas de discrimination, de stigmatisation liés à leur statut VIH. L'initiative a été saluée par les autorités sanitaires et élus locaux. C'est avec fierté que nous sommes présents aujourd'hui. Ce n'est pas la fin du monde, mais il peut nous aider encore à lutter contre cette maladie, à améliorer encore la santé de ceux qui ont eu cette maladie et à nous aider encore à éliminer la transmission mère-enfant du VIH. Parce qu'il en a parlé, il y a la stigmatisation dans beaucoup de lieux, que ce soit dans nos structures de soins, que ce soit dans la communauté. À chacun, il faut vraiment se plaider, même par rapport à eux-mêmes qui sont les porteurs du virus du VIH. Ils ont leur stigmatisation interne à eux-mêmes, ils se stigmatisent dans la famille. Il faut que chacun puisse lutter, puis être fort dans son mental, pour pouvoir vraiment rompre cette stigmatisation, afin qu'on puisse aller ensemble vers la lutte contre cette maladie. L'autre temps fort de cette cérémonie a été la tenue d'une conférence sur la discrimination et la transmission du VIH. Une visite guidée des locaux a mis fin à la cérémonie. Lancement de la campagne annuelle de non-stigmatisation et discrimination des personnes vivant avec le VIH et des malades de la tuberculose, toujours, cette fois-ci, dans la région de Mopti. C'était également ce jeudi 23 novembre 2023, une initiative du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH, RMAP+, avec l'appui de la direction de plaidoyer et communication de Arcade Santé Plus. Suivant. Cette campagne du réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH RMAP+, appuyée par la direction plaidoyer et communication des Arcades Santé Plus et de la direction régionale de la santé, est l'occasion pour les organisateurs de dénoncer le rejet social, la discrimination et la stigmatisation liées au VIH et à la tuberculose. L'objectif de cette rencontre, de cette journée porte ouverte, c'est de permettre de réduire considérablement les conséquences de la stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH et les patients tuberculeux. La campagne va permettre d'inspirer, d'éduquer et d'informer les populations sur le VIH et la tuberculose afin de réduire la stigmatisation envers les personnes vivant avec ces deux pathologies. Les activités sont toujours menées auprès de la population cible afin de lutter contre la maladie du VIH-Sida et l'éradication de la stigmatisation des personnes touchées par cette maladie. Un espace mis à profit par le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH RMAP+, et ses partenaires de sensibiliser les populations pour un changement de comportement vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH et des patients tuberculeux. La stigmatisation et la discrimination contribuent à la réduction de la fréquentation des centres de santé par les bénéficiaires. Du coup, affecte l'atteinte des 3,95.
À la faveur de cette campagne de sensibilisation, des séances d'animation et de témoignages ont également permis de combattre certains préjugés qui persistent autour de la maladie afin de faire évoluer la perception vis-à-vis des personnes vivant avec le VIH et des malades de la tuberculose. L'activité est rendue possible grâce au soutien technique et financier du Fonds mondial à travers R4 Santé Plus. Une visite guidée du centre d'écoute, de soins d'animation et de conseil a mis fin aux activités. Il est dur d'être pauvre, il est encore plus dur d'être seul. Proverbe africain. Excellente soirée à tous. À très bientôt.